D'accord. Donc, Angélique, qui est mon associée, et moi-même, donc Magali Gidio. Nous sommes donc à la création de cette entreprise qu'on a d'ailleurs créée pendant le confinement. Et donc, le principe de Je voyage pour moi, pour vous en parler un peu, alors je vois qu'il y a des gens qui sont déjà fidèles, alors excusez-moi, chaque semaine, on va le répéter un petit peu. Pour l'instant, on n'a ouvert qu'un Facebook et c'est vrai que parfois les gens nous demandent exactement ce qu'on va proposer. Donc, ce que l'on va proposer, ce sont des visios bien-être déjà pour nous faire connaître. Alors, n'hésitez pas à parler de nous parce que c'est vrai qu'on a commencé dans le confinement, ce qui n'était pas bien sûr prévu à la base, mais notre objectif premier, c'était de créer des séjours. Donc, nous allons vraiment tout faire de A à Z, hein, créer de la conception jusqu'à l'accompagnement sur place. Nous allons créer donc des séjours bien-être qui va améliorer forcément ou vous faire progresser et cheminer dans votre bien-être, notamment au niveau de votre santé mentale et physique, puisque lors de ces séjours, l'idée de ces séjours est dans un premier tour, comme pour les visios, on va aborder différentes thématiques de la vie. Que ce soit sur sa vie affective, que ce soit sur du développement personnel, comment oser changer de vie, comment améliorer notre santé grâce, comme ce soir, à notre intestin, notre deuxième cerveau, en savoir plus. Et l'idée, c'est que nous allons continuer ces visioconférences jusqu'au mois de septembre. Et à partir du mois d'octobre, on viendra à votre rencontre dans les grandes villes de France dans un premier temps, puisqu'avec le Covid, on ne peut pas commencer par ces fameux séjours bien-être où on avait prévu de vous faire déconnecter, de vous faire prendre un temps pour vous dans des endroits en pleine nature pour apaiser votre corps, votre esprit. Et donc, l'idée première, du coup, c'est de vous rencontrer dans les grandes villes et aller vous proposer des thématiques sur un peu les mêmes que celles qu'on a abordées, sur l'amour, sur le travail, sur comment on peut s'épanouir au quotidien. Et donc, voilà, donc je vous remercie beaucoup d'être présent et de venir sur ces visio bien-être. Et en attendant, j'espère que les journées, donc dès le mois d'octobre, avec différents orateurs de qualité, comme lors de nos conférences, et également, plus tard, une fois que le Covid nous laissera un petit peu tranquille, on pourra créer nos fameux séjours en France, parce qu'on tient à faire ça on sait qu'on a beaucoup de mamans qui nous suivent et on a envie aussi qu'elles aient l'esprit tranquille parce que c'est vraiment l'objectif d'essayer de s'accorder un temps pour soi, ne serait-ce que le temps d'un week-end. Donc, aujourd'hui, nous accueillons pour la deuxième fois Elisabeth Grimaud. Bonjour Elisabeth. Bonjour, bonjour Magali, bonjour. Alors vraiment, je souhaitais vous remercier du fond du cœur d'être présente. Vous avez fait une première conférence qui était sur le beau, le bien et le bon, qui est le sujet d'un de vos livres, Comment programmer votre cerveau au bonheur. Je sais que c'est une conférence, on a eu des retours super positifs sur cette conférence. Les gens ont beaucoup appris, ils ont beaucoup apprécié. Et je tiens à vous remercier parce que, comme la plupart des orateurs aujourd'hui, vous le faites gracieusement et vous le faites avec vraiment votre cœur. Merci beaucoup pour toute la confiance que vous nous accordez. Donc, surtout, n'hésitez pas, mesdames, messieurs, à nous poser vos questions. Ceux qui viennent régulièrement le savent, vous pouvez interagir dans le chat et Angélique récupérera, donc récoltera un petit peu les questions et on essaiera d'y répondre tout au long de cet événement ensemble, de ce moment passé ensemble. Donc, Elisabeth, vous êtes docteur en psychologie nutritionniste et chercheuse en neurosciences. Alors, je sais que vous êtes passionnée par ce sujet hein, qu'on va aborder aujourd'hui, que vous y travaillez forcément au quotidien. Et l'objectif aujourd'hui, c'est de mieux comprendre finalement
comment fonctionne ce cerveau du haut et ce cerveau qu'on ne connaît pas vraiment comme un cerveau, hein, mais voilà qu'on va découvrir. Et puis, nous donner vraiment les clés pour avoir une meilleure santé. Donc, ma première question, c'est de vous demander pourquoi finalement dit-on que dit-on que l'intestin est notre deuxième cerveau. Finalement, quelle est sa fonction? Par rapport à notre cerveau du haut que nous, on connaît mieux. On sait qu'il nous permet de marcher, de parler, de tout faire finalement. Donc, quel est le rôle finalement de ce deuxième cerveau et pourquoi dit-on que c'en est un en fait? Oui, on dit que c'est un cerveau parce que dans l'intestin, il y a également des neurones. Et on n'imaginait pas qu'il y ait une quantité de neurones aussi importante. C'est-à-dire que si on prend juste notre cerveau au niveau de la tête, on a entre 86 et 90 milliards de neurones dans notre cerveau. Mais on a au niveau de l'intestin 200 millions de neurones, ce qui n'est absolument pas négligeable puisque c'est l'équivalent du cerveau d'un chien, du nombre de neurones dans le cerveau d'un chien. Et ça, c'est ce que l'on a au niveau de l'intestin. Alors, ils ne servent pas forcément à nous faire réfléchir, ils servent principalement à la motricité de l'intestin et à faire avancer le bol intestinal, ce qu'il y a à l'intérieur de l'intestin, mais ils sont présents et ils interagissent avec le cerveau. Et c'est de cette communication, finalement, aujourd'hui, qu'il est beaucoup question. Vraiment. D'accord. Donc, en fait, alors, quand on parle de l'intestin, on parle de microbiote. Mais c'est quoi exactement? Microbiote, ce sont les bactéries. Ce sont les bactéries, ce sont les micro-organismes qui vivent dans notre intestin. Et on n'imagine pas à quel point ces bactéries sont nombreuses. En fait, quand on regarde leur nombre, elles représentent l'équivalent de 10 puissance 14 bactéries dans l'intestin. Et qu'est-ce que ça représente 10 puissance 14? Mettez un 10 et 14 zéros derrière et ça vous donnera une idée de ce que ça peut représenter. On a plus de bactéries dans notre intestin qu'on a de cellules dans notre corps. Imaginez, ça veut dire que ce nombre de bactéries est plus important et peut-être joue-t-il un rôle plus important que le reste de nos cellules dans le corps puisqu'elles sont actives. Elles ne font pas rien, elles ne font pas qu'être là, elles ont vraiment un rôle à jouer. Alors, peut-être que, Angélique, on a peut-être déjà des questions par rapport, pas encore, hein. Donc, peut-être que vous avez envie de savoir quelles ont été les découvertes un peu récentes sur l'intestin, justement. C'est en termes de communication. C'est vrai qu'on imaginait assez souvent que le cerveau était l'organe, le contrôleur, l'organe qui contrôle tout. On sait aujourd'hui que le cerveau est principalement un organe qui reçoit les informations, à la fois de l'environnement, mais aussi au niveau du corps. C'est aussi un organe qui simule énormément, c'est-à-dire qu'il est là pour nous permettre de pouvoir anticiper l'avenir et nous permettre de nous adapter à cet avenir. Et donc, il passe son temps à anticiper, y compris des scénarios qui ne sont pas forcément ceux qui sont très en phase avec la réalité, ça on le sait bien, mais ce qu'on ne savait pas, c'est que cette fonction de récepteur qu'il a, elle est intimement liée avec l'intestin. Et il y a un organe qui permet la communication entre le cerveau et l'intestin, ce qu'on appelle le nerf vague, c'est le nerf 10. Et cet élément nous permet de pouvoir mesurer quelle est la quantité d'informations. Et ce qu'on a découvert, c'est qu'il y avait beaucoup plus d'informations qui allaient de l'intestin vers le cerveau que du cerveau vers l'intestin. Et donc, on voit bien que le cerveau a cette dimension de récepteur, mais que ça n'est pas lui qui commande l'intestin. Peut-être pourrait-on parler d'une commande qui viendrait de l'intestin et qui va vers le cerveau. Et c'est là où, quelque part, on n'imaginait pas à quel point l'intestin pouvait intervenir sur le cerveau. Mais alors, du coup, quel type de message il peut envoyer justement au cerveau, cet intestin? Alors, il peut y avoir différents types de messages. Il peut y avoir des messages sensoriels, des messages électriques via les nerfs, mais il peut y avoir également des messages biochimiques. Alors, dans la biochimie, c'est-à-dire
ce sont des molécules chimiques. Vous me dites hein, si j'utilise des mots qui peuvent être un peu compliqués, mais ce sont des molécules chimiques qui sont fabriquées dans l'intestin et qui vont ensuite aller dans le cerveau. Je prends souvent l'exemple de la sérotonine parce que ça parle beaucoup de gens. La sérotonine est un des neurotransmetteurs qui participe activement au bien-être. Et ça fait d'ailleurs partie des éléments qui sont utilisés dans les antidépresseurs pour éviter d'être en dépression. Et cette molécule, elle est majoritairement sécrétée au niveau de l'intestin. Alors, elle est utilisée localement au niveau de l'intestin, mais elle est également aussi utilisée par le cerveau. Mais elle est aussi fabriquée par le cerveau, mais elle est quand même majoritairement fabriquée par l'intestin. D'accord. Ça veut dire que ça pourrait dire que notre intestin est largement impliqué dans la notion de notre bien-être. Et ça, c'est vraiment une idée que l'on a assez peu. Quand je reparle de la sérotonine, les antidépresseurs sont des éléments, sont des médicaments qui permettent la recapture de la sérotonine. Et donc, pour qu'ils puissent fonctionner, encore faut-il que la sérotonine soit présente dans le cerveau. Or, s'il y a une déficience de production de la sérotonine au niveau de l'intestin, il peut aussi y avoir une déficience d'efficacité des neurotransmetteurs, des antidépresseurs au niveau du cerveau, vous voyez. Alors évidemment, il faut toujours en parler à son médecin et seul son médecin est la personne habilitée à pouvoir donner des conseils, mais il est important d'imaginer quand même que notre alimentation peut aussi avoir un effet sur notre morale. Ah, d'accord. Et donc, justement, quand on parle d'une bonne alimentation, du coup, il faut bien s'alimenter pour que notre intestin aille bien. Ça, on a tous un peu ces notions-là. Mais si je comprends bien, on a tous un peu donc nos propres microbiotes, en fait. Oui, on a notre propre microbiote et ça, c'est vrai que ça fait partie des éléments que l'on découvre de la même manière qu'on a découvert notre patrimoine génétique et on arrive aujourd'hui à décoder le génome, c'est-à-dire à décoder nos gènes, à savoir à quoi correspondent l'ensemble de nos gènes, d'avoir une carte d'identité de nos gènes. On peut aujourd'hui avoir une carte d'identité également de notre microbiote et ce que l'on sait effectivement, c'est que comme nos empreintes nous sont extrêmement personnelles, eh bien le microbiote, c'est-à-dire le contenu des bactéries de notre intestin, est également extrêmement personnel. Il se construit dans les premiers jours de la vie, va évoluer et puis ensuite pourra évoluer encore à la marge, mais va vraiment être construit durant les premières années. Ces premières années de vie sont capitales à la construction du microbiote, y compris la naissance, le moment de la naissance. Il me semble qu'on a une question, Angélique, justement. Oui, du coup, en quoi la porosité intestinale influe l'état émotionnel? Alors, la porosité intestinale, c'est extrêmement important, effectivement. Est-ce que vous pouvez juste nous expliquer ce qu'est la porosité Oui, intestinale? On n'est peut-être pas tous… Au même niveau d'information. Oui. Alors, qu'est-ce que c'est la porosité intestinale? C'est de se dire que si je prends ma main comme ça, on va avoir l'intérieur de l'intestin qui est là, et puis on va avoir des cellules qui sont très jointes. Là, c'est la peau de l'intestin. La peau de l'intestin, on va avoir ce qu'on appelle des microvillosités qui sont là, et puis à l'intérieur, j'ai le creux de l'intestin, le tuyau de l'intestin, et les nutriments vont passer à travers les microvillosités pour pouvoir traverser la peau et aller ou bien dans la lymphe ou bien dans le sang. Et là, quelque part, cette porosité, c'est quand ces cellules ne sont plus aussi bien serrées qu'elles le sont habituellement, elles peuvent laisser des grosses molécules qui peuvent être un peu délétères pour l'organisme. Et c'est bien souvent le cas du gluten. On entend beaucoup parler du gluten. Aujourd'hui, certaines qualités de maïs ont été modifiées, sont très différentes de celles auxquelles notre corps a été habitué il y a très longtemps. Et cela va modifier la capacité qu'a notre intestin à pouvoir permettre une certaine… C'est une protection finalement, c'est vraiment une protection, c'est la barrière entre le milieu extérieur, notre environnement, ce qu'on va manger, et le milieu intérieur, c'est-à-dire l'accès à nos cellules. Alors là, on a plein de questions, donc je vais laisser… Ouais. Du coup, les maux du corps viennent de notre alimentation. Est-ce qu'on peut réduire une maladie en ayant une alimentation équilibrée?
Alors, tous les maux du corps ne viennent pas de l'alimentation. Non, tous les maux du corps ne viennent pas de l'alimentation. En revanche, oui, on peut participer à rééquilibrer le corps grâce à une bonne alimentation, puisque finalement, l'alimentation, on va participer à énormément de processus dans dans notre système, hein, et notamment, et quand on, alors là, je prends comme référence le professeur Didier Chausse, qui travaille énormément sur ce domaine-là et qui, lui, a identifié 5 grandes fonctions du corps qui sont modifiées par l'alimentation. C'est d'une part la protection cellulaire, c'est-à-dire la qualité de nos cellules et quelque part l'équilibre de ces cellules, la communication entre les cellules, la communication du corps. On va avoir la fonction cerveau également qui peut être modifiée par l'alimentation. On va avoir également l'interface digestive, c'est-à-dire ce qui va se passer entre le moment où on prend l'alimentation et puis cette fameuse qualité de barrière intestinale, la muqueuse intestinale, comment cette barrière intestinale est en bonne santé. Et tout cela participe à nous permettre de pouvoir, et la fonction cardiovasculaire aussi, pardon, j'allais l'oublier, ça participe également à notre système cardiovasculaire en général. Donc oui, l'alimentation joue énormément sur beaucoup de domaines. Et du coup, à part l'alimentation, alors, quand on parle de protection cellulaire, d'ailleurs, on peut simplement parler très concrètement, hein, la qualité de la peau. Et quand on parle de qualité de la peau, c'est la qualité des cellules en général. Et la qualité des cellules, ça peut être celle de notre cerveau. Et quand on regarde la qualité de la peau, elle est intrinsèquement liée aussi à la qualité de toutes les cellules en général. Oui. C'est super intéressant. Et à part l'alimentation, que doit-on faire pour que notre intestin soit en bonne santé? À part l'alimentation, alors il y a l'alimentation, puis il y a le fait de manger, il y a le fait de ne pas manger. Ça, c'est aussi une information intéressante que l'on a, c'est-à-dire que le système intestinal contient un système d'auto-nettoyage. Et ce système d'auto-nettoyage, il se met en place à partir du moment seulement où on n'a rien dans l'intestin. Et donc, il peut être intéressant aussi de bien respecter les temps de repas et de ne pas grignoter tout le temps, sinon notre système d'auto-nettoyage intestinal ne peut pas se mettre en marche. Et donc, voilà, ça peut être intéressant également de savoir, d'avoir cette information-là. Il me semble aussi que par rapport à l'alimentation, on en parlait en préparant cette réunion, va arriver la période où les gens veulent se mettre au régime. Il faut vraiment faire très attention de ne pas faire n'importe quoi, justement, sinon l'intestin, il va peut-être plus rien comprendre, j'imagine. Et donc, oui. notamment faire attention à ne pas supprimer toutes les graisses, ce serait une grosse erreur. Oui. D'autant que, alors il y a une vraie différence, il y a ce qu'on appelle les bonnes graisses et les moins bonnes graisses. Et effectivement, aujourd'hui, on parle beaucoup des oméga 3. On parle aussi de l'huile d'olive et ces graisses-là font partie des bonnes graisses qui vont participer à avoir un bon système cardiovasculaire, ça veut dire des vaisseaux sanguins en forme, et puis la possibilité d'avoir une bonne élasticité finalement de notre système sanguin, une bonne plasticité et donc la possibilité d'être en meilleure forme. Et c'est vrai que ces oméga 3, ce sont des graisses qui sont particulièrement utiles sur le plan psychologique pour la qualité du cerveau parce qu'elles participent au développement du cerveau. Et ça, c'est très important parce que quelque part, quand on apporte ces oméga 3, eh bien, on permet au cerveau d'avoir une bonne qualité de constituants. Il faut bien imaginer que notre cerveau est à majorité constitué de graisse. Et si on en apporte un régime pauvre en graisse, eh bien à ce moment-là, on va dessécher d'une part notre peau, qui a besoin de graisse aussi, mais on va aussi dessécher le cerveau, et ça, c'est problématique. Donc oui, pour prendre de la graisse, mais peut-être pour prendre des bons types de graisse. Et pour ça, effectivement, on fait la différence. Et justement, donc, par rapport à ces types de graisses, on doit consommer, je ne sais pas, il y a une ordre d'idée sur ce qu'on doit consommer, quels produits on doit consommer. Enfin, les oméga 3, on sait que c'est le poisson gras. C'est l'huile de colza aussi. C'est l'huile de colza, ouais. C'est tout bête, hein, mais une façon de pouvoir être sûr. Dans notre alimentation, l'huile de colza, par exemple.
Exactement, exactement. Puis il y a une autre huile aussi qui est moins connue, mais qui est tout aussi intéressante, c'est l'huile de caméline. Et l'huile de caméline, si on en prend une cuillerée à café par jour, eh bien on a tous nos apports qui sont garantis. Et donc ça peut être intéressant de pouvoir aller la chercher. On la trouve en magasin diététique, mais sinon l'huile de lin, l'huile de colza nous a été une bonne source d'oméga 3. Et ça permet vraiment de pouvoir se garantir d'avoir des cellules cérébrales qui vont au moins être nourries de la bonne manière. Donc, huile de lin, L'huile de colza huile et de huile de caméline, voilà, cette fameuse huile de caméline. Ouais. super. Il faut Mais c'est ça, varier. parce que imaginez bien, en fait, un neurone, souvent je présente le neurone comme ça, c'est-à-dire que c'est une cellule avec un noyau, il a des petites dendrites qui permettent de capter l'information, puis il y a un long axone qui amène l'information vers un autre neurone. Et en fait, ce long axone-là, il est enrobé d'une gaine, et cette gaine a besoin d'oméga 3 pour pouvoir bien fonctionner. Et si cette gaine n'a pas les oméga 3 suffisants, alors elle fonctionnera moins. Et en fait, quand elle fonctionne, qu'est-ce qui se passe? L'information passe moins bien. C'est un D'accord. petit peu caricaturé, mais c'est quand même Bah, les c'est très processus bien sont là. quand vous imagez, hein. Ça nous parle très bien. Parfait. Angélique, il y a d'autres questions, je vois encore sur l'alimentation. Oui, 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 tout à fait. Du, alors, par quoi je vais commencer surtout par ça? Est-ce qu'il y a des aliments du coup qui vont permettre de fabriquer de la sérotonine par l'intestin? Oui, oui, la sérotonine, alors elle est principalement fabriquée à partir des protéines. Et donc, effectivement, avoir une alimentation, je dirais pas riche en protéines, mais au moins équilibrée en protéines, va permettre de pouvoir fabriquer ce qu'on appelle le tryptophane. Et le tryptophane est le précurseur de la sérotonine. Et on va le trouver également dans les fromages et les produits laitiers, les œufs. Et donc, ne pas hésiter à avoir ces sources d'alimentation euh, chez soi et voilà, de façon à pouvoir garantir cet apport en tryptophane. D'accord. Ouais. Le phénomène de yo-yo, grossir, maigrir, etc. Est-ce que ça peut être symptomatique du coup de problèmes psychologiques type dépression, etc. Oui, alors ce qui est effectivement, il peut y avoir alors, le cerveau est un organe intelligent, hein, c'est-à-dire que quand on lui apporte un édulcorant, par exemple, je prends l'exemple de l'édulcorant parce que je trouve que c'est assez marquant, c'est-à-dire que le cerveau va comprendre qu'il a le goût sucré, donc on va voir le goût sucré du yaourt. En revanche, il va détecter une incohérence entre le goût sucré et le taux de sucre dans le sang. Puisque normalement, quand on prend quelque chose de sucré, on a non seulement un goût sucré, mais en plus, on a une élévation du taux de sucre dans le sang. Et qu'est-ce qui va se passer quand on a un édulcorant? Eh bien, le cerveau va détecter le taux sucré, mais il va aussi détecter le fait qu'il n'y a pas d'élévation du taux du sucre dans le sang. Il va dire c'est pas normal. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller rechercher ce qui va lui permettre d'avoir la cohérence. Et donc, il va nous amener à aller rechercher des produits sucrés pour avoir une élévation du taux du sucre dans le sang. Vous voyez? Et ça participe vraiment de cette intelligence qu'a notre corps à détecter ce qui ne va pas. Et les effets, alors les régimes yo-yo, c'est très problématique parce que le corps est très sensible à la restriction. Et la restriction, c'est problématique, c'est-à-dire que notre corps est moins bâti pour faire face à l'abondance. Aujourd'hui, on vit dans une société d'abondance où on a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'éléments autour de nous pour répondre à notre besoin alimentaire. Lui est plutôt, pendant des milliers d'années, il a plutôt dû faire face à la famine. Et donc, il sait très bien se mettre en mode famine, c'est-à-dire se mettre en mode je restreins ma consommation énergétique pour ne pas trop dépenser et pour pouvoir durer plus longtemps, y compris dans un milieu contraint. Et puis, lorsqu'on reprend à manger, alors qu'est-ce qui se passe? Eh ben, il va faire des réserves pour la prochaine fois où on va se retrouver en mode famine. Vous voyez? Et donc, c'est ça le problème. Hein. C'est-à-dire que dès qu'il y a restriction, il se met en mode j'économise. Et alors, à ce moment-là, dès qu'on reprend à manger, il se met en mode je stocke pour la prochaine fois où il y aura une restriction. Vous voyez? Et là, c'est problématique, d'où l'importance plutôt d'adopter une forme de régime d'alimentation équilibrée qui permette à la fois de pouvoir couvrir les besoins, parce qu'on a énormément de besoins, et également d'éviter les carences. Hein. Après, lorsqu'il s'agit de restreindre ou de diminuer, enfin, quelque part de
baisser son poids parce qu'on a envie de perdre du poids, je ne peux que vous recommander d'aller voir une diététicienne, de vous faire accompagner par une diététicienne qui est la spécialiste de cette problématique-là, qui va vous concevoir un régime personnalisé. Enfin, ce n'est pas un régime, c'est une alimentation équilibrée qui va vous permettre dans le temps, et c'est la seule, vraiment, hein, c'est vraiment. Je vous recommande d'ailleurs le livre d'Olivier Desmurger, qui porte. Il a fait, c'est un chercheur en neurosciences qui a fait énormément de recherches concernant l'alimentation, et c'est l'anti-manuel du régime ou un truc comme ça. Et il est vraiment très très intéressant parce qu'il explique qu'il n'y a pas d'autre possibilité pour perdre du poids que leurrer le cerveau en diminuant légèrement l'apport calorique et en même temps augmenter les dépenses énergétiques, c'est-à-dire avoir une activité physique. Et c'est vraiment comme ça qu'on arrive à faire les choses. Hein. On avait vraiment abordé ce sujet. On a fait une visio spéciale que vous pouvez trouver en replay sur notre chaîne YouTube en compagnie d'un préparateur physique et d'une nutritionniste qui nous avait un petit peu parlé de ça. Et effectivement, on retrouvait les effets du Coca Light, qu'on ne prend pas de sucre, mais derrière, ça nous donne envie d'en prendre notre cerveau va nous demander de prendre encore plus de sucre derrière. Il y a plein de choses qu'elle avait expliquées et je vous remercie parce que du coup, vous expliquez tout ce qui est vraiment, tout ce qui se passe au niveau neuronal. Mais pour ceux qui sont intéressés pour la nutrition et le sport, sachez que vous pouvez retrouver cette conférence aussi en replay sur notre chaîne YouTube. Et ce qui est justement la notion de plaisir et de sport et diététique, le succès, c'est la complémentarité des deux activités, enfin de la nutrition et du sport, mais surtout dans cette notion de plaisir et pas de restriction, effectivement. Ouais. C'est du bon sens, en fait. Hein. C'est vraiment du bon sens, c'est de l'équilibre, c'est de la modération. En fait, notre corps est fait pour l'équilibre et il aime l'équilibre. Alors, je vois juste une question concernant les aliments, les produits laitiers. Pourquoi sont-ils mal digérés par les adultes? Alors ça, c'est aussi intéressant parce que quand on est tout petit, on sécrète une enzyme qui s'appelle la lactase qui nous permet de bien pouvoir digérer les produits laitiers. Alors, certains peuvent avoir des problèmes avec cette enzyme-là dès le plus jeune âge, mais petit à petit, quand on avance dans l'âge, eh bien, on a moins cette enzyme-là. Et donc, c'est un peu la raison pour laquelle on peut avoir des difficultés à bien digérer les produits laitiers. Ce qui est aussi intéressant, c'est que pour toutes les personnes qui ont des difficultés à digérer le lactose, eh bien, lorsque vous prenez des fromages à pâte dure ou des fromages qui ont été moisis, en fait, la moisissure, le traitement de la moisissure, l'affinage, a permis de pouvoir manger une partie du lactose et donc vous allez avoir un niveau de lactose bien moindre dans ce type de produit. Et à part du coup les produits laitiers, est-ce qu'il y a des aliments qui sont à éviter, à supprimer en fait pour permettre un bon fonctionnement de l'intestin? Alors, il peut y avoir des aliments qui vont produire un peu plus de gaz, un peu plus on va dire, de gêne intestinale et en même temps, ce sont aussi des produits qui vont participer à nourrir la flore bactérienne. Et donc, il est quand même intéressant d'essayer d'apporter ce qu'on appelle des fibres, les fibres à l'intestin de telle manière à pouvoir nourrir les petites bactéries de notre intestin. Après, les déséquilibres de la flore intestinale peuvent aussi se régler alors, à l'aide de ce qu'on appelle les prébiotiques et les probiotiques. Alors, qu'est-ce que c'est les prébiotiques et les probiotiques? Les prébiotiques sont les nourritures de nos petites bactéries intestinales, c'est-à-dire que ce sont des aliments qui, en se dégradant, eh bien, vont donner finalement des nutriments dont les bactéries de l'intestin vont se nourrir pour vivre. Et donc, ils sont très intéressants, ces prébiotiques, parce qu'ils permettent de pouvoir nourrir ces fameuses bactéries intestinales. Et souvent, on nous dit, par exemple, les féculents, les féculents, ça fait grossir, les féculents, c'est pas bien. Il y a une astuce toute bête, hein, mais c'est que des féculents comme le riz, les pâtes ou les pommes de terre, lorsqu'ils ont été cuits puis refroidis, ils vont former des amidons à chaîne longue qui vont ensuite permettre d'être cette fameuse nourriture pour les bactéries. Et donc, c'est très intéressant de manger des féculents
cuit puis refroidi parce que quelque part, on va les nourrir, les bactéries de notre intestin. Ça, c'est ce qu'on appelle les prébiotiques. Ensuite, il y a les probiotiques. Qu'est-ce que sont les probiotiques? Eh bien, ce sont des petites molécules qui, elles, vont jouer ce fameux rôle de petites bactéries. Et donc, on a aussi la possibilité de pouvoir les apporter, comme les levures, par exemple. Tout ce qui est pain au levain naturel apporte des levures naturelles, des petites bactéries naturelles qui vont participer à coloniser la flore intestinale. Et donc, quand on prend du pain, par exemple, il est plus intéressant de prendre du pain au levain parce que ces petites bactéries vont aussi participer à mieux à aider à la digestion du blé qui est dans le pain. Or, le blé contient du gluten, vous voyez. Donc ça, c'est aussi quand on a... Alors, il y a une vraie différence entre l'intolérance au gluten et l'allergie au gluten. On y reviendra tout à l'heure, mais ça, c'est très intéressant aussi de se dire, est-ce que j'apporte suffisamment de nourriture aux petites bactéries de mon intestin? Et autre point, est-ce que j'apporte également des bactéries soutien à mon intestin? Et pour ça, l'idée, c'est vraiment d'avoir une alimentation variée. Parce que quand on a une alimentation variée, on apporte un peu de tout. J'ai fait une formation diététicienne quand j'étais plus jeune et je me souviens très bien d'un de mes professeurs qui me disait la règle, c'est de tout, un peu et un peu de tout. Et je trouve que c'est très intéressant et j'aime bien. Oui, j'aime beaucoup ça. Voilà, donc vraiment, ces deux aspects de prébiotiques et de probiotiques, ça permet de se dire, voilà, comment je peux faire pour aider mon intestin? Eh bien, c'est en lui apportant ces soutiens-là. Et puis après, les probiotiques, les autres, enfin, ces petites bactéries, on peut aussi en trouver sous forme de médicaments. Et pour cela, je vous recommande vraiment de vous adresser à votre pharmacien qui, normalement, va être formé à la prescription de ce type de médicaments. Vous pouvez également trouver des professionnels micronutritionnistes pour ça. D'accord, super. Et du coup, qu'est-ce que vous pensez du jeûne? Ah, le jeûne. Alors, le jeûne, c'est une pratique intéressante. Le jeûne est une pratique intéressante puisqu'il va permettre de pouvoir mettre l'organisme dans un mode ultra-famine. Alors, le mode ultra-famine va permettre à la production de produits qu'on appelle des produits cétogènes. Et ces produits cétogènes ils mettent le corps, on appelle ça en cétose, c'est-à-dire qu'il va produire des molécules qui vont être favorables à globalement tout le corps et aussi le cerveau. Mais attention, le jeûne doit être encadré. Moi, je ne recommande pas de faire de jeûne sans en avoir parlé à son médecin d'abord. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, votre médecin, c'est vraiment la seule personne qui vous connaît bien, qui a une vision globale du mode de fonctionnement de votre corps. Et puis, il va vous dire si c'est une pratique qui est plutôt bonne ou pas. Le jeûne, il vaut mieux que ce soit toujours un jeûne hydrique parce que le jeûne, l'élément indispensable au corps, c'est l'eau. Et donc, il faut au moins apporter de l'eau et puis peut-être vous faire accompagner. Et pour ça, il existe ce qu'on appelle des retraites où vous avez la possibilité de pouvoir faire un jeûne dans le cadre d'un groupe avec quelqu'un qui a l'habitude de le faire, quelqu'un qui a été formé à la pratique du jeûne et quelqu'un qui va vous permettre de pouvoir bien faire ce jeûne. Parce qu'effectivement, les premiers moments du jeûne sont difficiles, mais à partir de 3-4 jours, eh bien, on commence à rentrer dans une autre phase, qui est une phase où on va libérer en plus des neurotransmetteurs du bien-être. Et là, ça va nous permettre de pouvoir vraiment faire un nettoyage du corps intéressant. Mais vraiment, faites-le de façon accompagnée. Sur les émotions, peut-être, Angélique, Oui, tout à fait, oui. Est-ce que du coup, dans l'autre sens, le stress, les problèmes, les difficultés émotionnelles engendrent des problèmes intestinaux? Est-ce qu'on peut, par exemple, développer des intolérances à cause de ça? Oui, tout ce qui est traumatique. D'ailleurs, enfin, vous le savez, hein, quand on n'est pas bien, on a mal où? On a mal au ventre. Hein. Et je dirais même que peut-être les choses commencent-elles au niveau du ventre. Hein. Ça, effectivement, la filière du stress impacte énormément l'intestin et va impacter aussi notre façon de digérer. Donc, c'est tout bête, hein, mais un des conseils aussi que je pourrais vous laisser, c'est peut-être aussi de bien faire attention à l'ambiance dans laquelle vous prenez vos repas. Parce que la fonction digestive ne va pas être la même et ne va pas être de la même qualité si vous prenez vos repas dans une atmosphère tendue que si vous prenez vos repas dans une atmosphère détendue, relaxante. Oui, on ne va pas digérer de la même façon. Non, vous n'allez pas digérer de la même façon et vous n'allez pas absorber les mêmes nutriments. Et donc, vous allez potentiellement vous exposer à des carences. D'accord.
Est-ce qu'il y a des astuces, des conseils pour améliorer justement le quotidien des personnes qui auraient des petits symptômes et quels sont les symptômes finalement d'un intestin qui ne va pas super bien? Un intestin qui ne va pas super bien, il y a des ballonnements, vous n'avez, alors c'est tout bête, hein, mais autrefois, vous savez, quand on disait autrefois, comment ça va? Comment ça veut dire quoi? C'est-à-dire comment va le transit intestinal? Eh bien, c'est tout bête, hein, mais vous voulez savoir comment ça va, ben, vous allez aux toilettes et puis vous regardez quelle est la texture de vos selles, quelle est la couleur de vos selles, comment ça se passe. Et là, vous allez avoir une idée de comment ça va vous à l'intérieur. Et ça, c'était vous savez, j'habite en Alsace. Alors, enfin, c'est une petite anecdote, hein, mais en Alsace, non, chez moi, j'ai des toilettes germaniques. Comment c'est les toilettes germaniques? Eh bien, ce sont des toilettes inversées par rapport aux françaises. C'est-à-dire que le trou pour évacuer, il est devant, il n'est pas derrière. Et derrière, on a une forme de, de, de plat qui permet de recueillir ce qu'il y a à recueillir et ensuite c'est évacué avec la chasse. Vous voyez, ce qui fait qu'en fait, quand on va aux toilettes, on a toujours la possibilité de pouvoir regarder ses selles et de pouvoir regarder quel est l'état de notre santé intérieure. Donc, c'est tout bête, hein, mais ça fait partie des vieux remèdes de grand-mère et ça permet d'avoir une bonne idée. Les selles normales doivent être bien moulées, avoir une couleur marron normale. Et si ça n'est pas le cas, et ben là, encore une fois, vous pouvez aller voir un spécialiste et toujours en parler à votre médecin. Il faut boire beaucoup d'eau, j'imagine. Oui, 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 oui. Et puis aussi de l'eau minéralisée, parce que ça, c'est pareil. On a tendance à aller chercher dans des compléments alimentaires ce qu'on peut trouver dans une alimentation équilibrée. Et si vous prenez de l'eau avec une source de minéraux variée, si vous variez les types d'eau que vous prenez, eh bien vous aurez une variété de minéraux qui vous sera apportée et donc qui participera naturellement à votre santé. Est-ce qu'il y avait d'autres questions, Angélique? J'avais une question par rapport au tryptophane qu'on a vu tout à l'heure. Est-ce que vous pourriez développer? Le tryptophane, développer le Ouais, tryptophane, bah, ouais, d'expliquer, donner des détails. oui, alors qu'est-ce que je pourrais vous dire sans vous perdre dans des éléments? Le tryptophane va servir, alors c'est le précurseur de la sérotonine. C'est cette molécule qui va participer à créer ce fameux neurotransmetteur du bien-être. Et donc, lorsque vous êtes, alors on va dire lorsque votre morale est un peu dans les chaussettes, vous pouvez être peut-être en carence de tryptophane. Et pour ça, vous avez aussi la possibilité de pouvoir faire des mesures et donc aller voir votre médecin, expliquer à votre médecin, demander à votre médecin de faire des analyses biologiques et vous aurez aussi une meilleure visibilité sur comment ça se passe à l'intérieur. C'est fou parce que finalement, quand on regarde, quand on va justement chez le médecin qu'on va pas, qu'on va voir, et que, admettons, on va pas super bien, les premières choses, c'est vrai que ben, ce sont les prises de sang, etc. Mais la, 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 la prise de la selle, c'est pas ce qu'ils nous demandent en premier. Or, si je comprends bien, faudrait peut-être mettre ça dans les pratiques plus souvent, non? Ah bah oui, 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 absolument. Enfin, je dirais que ça fait partie des éléments de santé. Vous savez, c'est une alimentation équilibrée, un bon sommeil. Est-ce que je dors bien? Si je dors bien, alors ça c'est pareil, ça fait partie des éléments qui sont super importants. Quand on dort bien, on maigrit plus facilement également. Pourquoi? Exact. Parce qu'on a une meilleure régulation des hormones qui participent à la satiété. Et ça, voilà, on le sait pas forcément, mais lorsqu'on dort mieux, eh bien, on a moins faim dans la journée. Ça fait partie des éléments qui sont tout simples, hein. Mais bien souvent quand même, moi je trouve qu'on devrait revenir à des éléments de bon sens. C'est vrai qu'on vit dans une société, je trouve que le confinement a ça aussi, a apporté ça à beaucoup de gens quand même, c'est de revenir à des éléments, à des choses beaucoup plus simples et puis peut-être un petit peu moins se laisser porter par le marketing et le neuromarketing qui nous enfin, qui tend quand même à nous inventer des besoins dont on pourrait complètement se passer. Ça fait vraiment partie, je pense, des éléments voilà, vers lesquels on devrait un peu plus aller vers une alimentation saine aussi. Alors ça, c'est tout bête, hein, mais imaginez bien qu'auparavant, il y a un siècle, notre alimentation était composée de 60% de légumes.
Ah de oui, fruits et légumes. d'accord. 60% de fruits et légumes. Et aujourd'hui, on est quand même beaucoup plus loin de ce genre de proportions, hein. Et On ils tend à étaient dire plus dynamiques. Ils étaient plus comment. dynamiques aussi. Et ils étaient plus dynamiques, hein. Alors, comment avoir une alimentation santé? Eh bien, ce qui est préconisé beaucoup, c'est ce qu'on appelle le régime méditerranéen ou le régime crétois. Et Ouais. ce régime est riche en fruits, riche en légumes, riche en bons acides gras, en bonnes graisses et, et également riche en bonnes graisses, oui. Et Des bons, également aussi, comment? des bons sucres. Oui, alors oui, en fait, il est pas très riche il est pas très riche en sucre. Et ça fait effectivement partie des défauts de notre alimentation contemporaine où on a tendance à nous présenter beaucoup de sucre et puis aussi à cacher beaucoup de sucre. Dans tout ce qui est alimentation préparée, on a bien souvent des sucres cachés qui sont des sucres à index glycémique très haut. Alors ça, c'est aussi une notion qui est intéressante, l'index glycémique. C'est-à-dire qu'auparavant, on parlait beaucoup de féculents, de féculents et puis de sucre rapide. Aujourd'hui, il est plus intéressant d'essayer de regarder les sucres au regard de comment l'insuline, c'est l'hormone qui va qui va détecter le sucre et le faire entrer dans nos cellules, eh bien, comment ils sont détectés, à quelle proportion ils tendent à, oui, à activer l'insuline. Et en fait, on se rend compte, et ça, c'est l'index glycémique. Et après, on parle aussi de charge glycémique. Mais globalement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que certains produits vont tout de suite titiller l'insuline, tandis que d'autres produits n'iront pas titiller l'insuline. Plus on titille l'insuline, plus on fatigue le pancréas et plus on a des risques de devenir ensuite diabétique. Vous voyez? Et donc ça fait vraiment partie des éléments que l'on peut essayer de prévenir en ayant simplement un petit œil sur les produits que l'on prend. Et c'est tout bête, hein, mais une façon tout simple d'essayer de vérifier sans aller vraiment jusqu'à supprimer le sucre, c'est apporter du sucre naturel, c'est-à-dire le sucre des fruits, le sucre du miel, le sucre des aliments que l'on a naturellement. Dans la carotte, il y a un peu de sucre, mais c'est OK de prendre un peu de carotte de temps en temps. Dans la betterave, il y a du sucre, c'est OK, ça n'a rien à voir avec une pâtisserie d'autant plus industrielle qu'on aurait pu acheter par ailleurs, qui a peut-être été fabriquée à Tataouine-les-Oies en plus, quoi. Donc, l'idée, c'est peut-être de revenir à une alimentation simple et une alimentation naturelle. Un autre point aussi qui plaide pour l'alimentation naturelle, c'est que chez les tout petits, par exemple, le fait d'introduire prématurément des aliments et des aliments compliqués, des aliments industriels et des aliments avec beaucoup, beaucoup d'ingrédients, eh bien peut être difficile. Pourquoi? Parce que leur barrière digestive, tout à l'heure, ce que je vous présentais avec ma main, là, elle n'est pas très mature. Et donc, si on leur apporte des éléments pour lesquels ils ne sont pas préparés, eh bien, ils peuvent développer ce qu'on appelle des allergies. Pourquoi? Parce que leur barrière intestinale ne leur permettra plus de pouvoir les protéger contre certaines substances. Vous voyez, c'est encore tout simple, mais alimentation saine, alimentation naturelle et peu d'ingrédients. Peu d'ingrédients finalement. Donc faisons les choses par nous-mêmes et on aura moins de problèmes. Angélique, je vois qu'il y a plein de questions. Tu veux... Oui. Pouvez-vous donner des exemples de fruits et de légumes qui contiennent des fibres solubles et des fibres insolubles? Est-ce que les fibres insolubles contribuent au ballonnement et irritent l'intestin? L'estomac. Ah, oui, oui. Alors effectivement, il y a ce qu'on appelle les FODMAPs. Alors les FODMAPs, ce sont des aliments qui peuvent effectivement participer à attaquer un petit peu l'intestin, va être un petit peu difficile à digérer. Et donc, qu'est-ce qu'il va y avoir dans ces fameux, c'est tout ce qui est blé, effectivement, avoine, il va y avoir des céréales, il va y avoir peut-être des fruits qui peuvent être plus difficiles à digérer. Il va y avoir tout ce qui est soda aussi, les sucres, ça va être difficile à digérer. Ça peut être des aliments qui peuvent être également riches en lactose. Ça peut être certains légumes qui sont très riches en fibres, comme le chou-fleur, toutes les sortes de choux, les brocolis.
Qu'est-ce qu'on peut avoir également? On peut avoir les artichauts. Et pour cela, il vaut mieux essayer de privilégier des aliments qui sont peut-être un peu moins riches en fibres et qui vont participer à éviter d'irriter l'intestin, comme des céréales sans gluten. Alors, les céréales sans gluten, vous avez par exemple le quinoa. Le quinoa, c'est une petite céréale qui est toute bête, mais qui va participer à éviter d'avoir des problèmes intestinaux. On peut utiliser de la maïzena plutôt qu'utiliser de la farine. On peut utiliser de la farine de sarrasin. Vous voyez, on peut faire des galettes plutôt que des crêpes. On peut utiliser du riz, évidemment, plutôt prendre de l'eau plutôt que du soda. Et puis, pour ce qui est des laitages, ben, on va, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, plutôt essayer d'être dans les fromages plutôt qu'être dans les produits avec du lactose. Et puis, pour les fruits, eh bien, alors ça, c'est pareil. On dit souvent, pas la banane. Eh bien, la banane, quand elle est bien mûre, eh bien, elle va également participer à pouvoir participer à épargner un petit peu l'intestin. Justement, il y avait des questions sur le fait de, est-ce que des fruits peuvent, certains parlent de ne pas manger un fruit à la fin d'un repas. Pourquoi? Est-ce qu'il y a un ordre finalement est-ce qu'il y a quelque chose à savoir sur la façon d'ingurgiter différents aliments, quoi, Alors moi, j'aime pas rentrer dans ces histoires d'ordre. Peut-être effectivement qu'en prenant un fruit, on va d'abord pouvoir permettre d'avoir des fibres qui vont ensuite pouvoir compenser certaines choses. Moi, je pense que l'idée, plutôt que de s'embêter avec un ordre, parce qu'on a quand même après une grosse tradition culturelle, et cette grosse tradition culturelle, elle est aussi, je trouve, intéressante. Et quand on reprend simplement cette tradition, plutôt qu'aller chercher des fruits à mettre en début de repas, on peut simplement commencer son repas par des crudités. Et bien souvent, c'est ce qu'on faisait. Et ça nous permet d'avoir ces fameuses fibres qui vont aller ensuite dans le bol intestinal. Et puis, autre chose aussi qui est intéressant, c'est tout à l'heure, je parlais d'index glycémique. Eh bien, quand on prend un gâteau en dehors des repas, eh bien, il va participer à titiller l'insuline de façon beaucoup plus importante que quand on le prend en fin de repas. Pourquoi? Parce qu'il va être mélangé au bol intestinal, il va être mélangé à tout le reste et ça va nous permettre de pouvoir beaucoup mieux le digérer et moins solliciter l'insuline. Et donc, vous voyez, simplement, je pense qu'il faut vraiment, le message, c'est de rester dans la simplicité et d'avoir une alimentation qui est peut-être plus proche de celle qu'avaient nos grands-parents que de celle qu'on a tendance à nous proposer avec renfort de pub et de packaging. Et quand on voit les rayons des yaourts, enfin, voilà quoi. C'est sûr. Est-ce que tu as d'autres questions, Angélique? Alors que je remonte un petit peu. Ah oui, quels sont les symptômes du syndrome du côlon irritable et comment le traiter? Alors pour ça, vous enverrez quand même vers le médecin. Le syndrome du côlon irritable, vous allez avoir des diarrhées, vous allez avoir des difficultés à digérer. Il peut y avoir tout un tas de symptômes. Clairement, vous allez le sentir au niveau du côlon. Le syndrome du côlon irritable peut être précurseur d'autres maladies. Donc pour ça, il faut vraiment aller voir votre médecin et essayer de faire des examens biologiques que seul votre médecin pourra vous prescrire. Et pour ça, il ne faut pas s'amuser à jouer les apprentis sorciers avec ça. Moi, j'ai une question parce qu'avec tout ce que vous nous apprenez, comment, et si on a tous notre propre microbiote, comment on peut sentir justement quel légume est bon pour nous, comment peut-on faire pour être certain que notre alimentation nous convient parce que on peut faire très attention, on peut avoir un régime un peu justement, enfin une alimentation un peu méditerranéenne. Mais pour autant, peut-être avoir des erreurs d'estomac, peut-être avoir des ballonnements. Comment peut-on faire un diagnostic finalement de notre intestin pour C'est peut-être justement en étant à l'écoute des signaux de votre corps. Peut-être. Alors, vous savez, il y a une pratique toute bête en diététique qui est de tenir un journal alimentaire. L'idée n'est pas de faire un régime, mais simplement de noter ce qu'on mange et puis de noter ce qui se passe. Alors, on pourrait tout simplement, je dirais, quelque part, soyez attentif à vous-même. C'est-à-dire voyager à l'intérieur de vous-même en explorant les zones et puis peut-être en vous disant, vous verrez par récurrence, tiens, quand je mange ça, il se passe ça.
ah tiens, c'est un peu bizarre. Est-ce que, vous voyez, et ça vraiment en étant attentif à ce que vous mangez, en étant attentif aux signaux de votre corps, parce que le corps est intelligent, le corps nous envoie des signaux, le corps nous dit ce qui nous convient et ce qui ne nous convient pas. Et soyez vraiment attentifs à ça. Et aujourd'hui, de plus en plus de techniques se développent, comme la méditation de pleine conscience, qui nous apprend à être attentif à ce qui se passe dans notre corps. Et quelque part, c'est ce qu'on appelle en psychologie de la métacognition, c'est-à-dire qu'on va observer notre propre mode de fonctionnement, et en observant notre propre mode de fonctionnement, on va en apprendre sur nous-mêmes. Et donc, une façon toute simple de le faire, eh bien, c'est de prendre un petit journal et puis de noter. Ça a une vertu très, très intéressante, c'est que parfois, on mange sans s'en rendre compte. Et on ne voit pas forcément qu'on est en train de manger ce qu'on mange, que la boîte de gâteaux, on l'a commencé, et puis voilà, on est en train de faire autre chose, et puis on va petit à petit un peu stresser, et puis la boîte de gâteaux, on l'a commencé, et puis on va la finir, et sans culpabiliser, hein. L'idée, c'est simplement de noter, d'observer, pas se juger, vraiment pas se juger, mais simplement en faisant ça, eh bien naturellement, on reviendra à quelque chose de plus simple. Je crois que vraiment l'intelligence du cerveau, elle passe. Oui, pardon. Et naturellement, du coup, naturellement, on perdra du poids aussi. Naturellement, on perdra du poids, absolument. Ouais, naturellement, on perdra du poids, absolument. Oui, tout à fait, tout à Et fait. du coup, là, on parle de l'alimentation pour entretenir notre intestin, mais on voit que les émotions agissent aussi. Est-ce qu'il y a des astuces? Est-ce qu'on doit faire des massages du ventre, par exemple? Quelles sont les petites solutions pour des gens? Est-ce que, par exemple, on sait que le stress peut constiper aussi? Est-ce que il y a des choses à mettre en place quand on sent que on est contrarié? Peut-être que l'automassage peut être une des solutions. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a d'autres… Oui, alors je ne suis pas spécialiste, mais je sais que la médecine chinoise traditionnelle considère que le massage, l'automassage est un des piliers de la santé en médecine chinoise. Donc j'aurais tendance effectivement à recommander, je crois que le ventre fait partie des massages que l'on devrait faire tous les jours selon cette médecine. Mais encore une fois, je ne suis pas spécialiste, hein. Mais oui, je pense qu'effectivement, en tout cas, le fait de se toucher, le fait d'être attentif à soi permet encore une fois de pouvoir développer cette meilleure attention au corps, cette meilleure intelligence des signaux que nous envoie notre corps. Et je crois que ça, c'est vraiment un élément extrêmement fondamental, hein. C'est certainement l'un des messages phares que j'aimerais pouvoir vous laisser, c'est de revenir à quelque chose de fondamentalement sain, naturel et simple, vraiment simple. C'est en mangeant simple qu'on arrive à être en bonne santé, manger varié, diversifié, mais naturellement, et puis être à l'écoute des signaux de votre corps. Et ça, c'est intéressant aussi parce que certains pratiquent ce qu'on appelle le fasting, c'est-à-dire le jeûne intermittent. Le jeûne intermittent, alors les études montrent qu'il est intéressant effectivement de pouvoir rester sans manger pendant une période de 12 à 16 heures. Ouais. Alors, je dirais que là, attention, faites attention, la même chose, écoutez-vous, soyez attentif à votre propre mode de fonctionnement. Quand on est du matin, par exemple, c'est pas forcément facile de pas prendre de petit déjeuner le matin parce qu'on est plein d'énergie, on a envie de manger, etc. Et puis, bon, pour les personnes du soir, il est plus facile de rater le petit déjeuner du matin pour pouvoir être dans ce créneau des 12 à 16 heures. Et puis peut-être que pour certains, il sera plutôt recommandé de rater le dîner du soir parce que ça correspondra un peu mieux à leur mode de fonctionnement. Donc, soyez vraiment attentifs à vous. Ce qui est intéressant avec cette pratique-là, c'est qu'elle permet de pouvoir redevenir attentif aux signaux de la faim. Quand est-ce que j'ai faim? Est-ce que je mange quand j'ai vraiment faim? C'est-à-dire, mon corps me dit que j'ai faim. Est-ce que je mange parce que je m'ennuie? Est-ce que je mange parce que j'ai besoin de réconfort? Est-ce que je mange parce que je stresse, il y a un truc qui m'embête? Est-ce que je mange parce que j'ai pris l'habitude de, et donc c'est devenu une habitude, et donc mon cerveau finalement réclame cette habitude que j'ai mise en place, et puis donc tout ça après ça peut se retravailler. Angélique, il y a d'autres questions?
Oui, alors vous nous avez parlé du livre d'Olivier Demurger, Anti-manuel du Desmurger. régime, Desmurger. Oui. Alors oui, j'ai plus le nom exact, hein. Non, Ouais, c'est pas tout à fait. Ou c'est l'anti-régime ou quelque chose, mais je pense que d'accord. c'était un titre Est-ce qu'il assez y fort. est-ce qu'il y aura un autre livre, un bon livre à recommander sur une alimentation équilibrée avec des exemples concrets d'aliments à consommer, etc. Oui, alors j'aurais tendance à vous recommander les livres de Jacques Fricker, qui est quand même un des médecins les plus reconnus. Et également, vous pouvez regarder les livres de Didier Schoss, qui lui va plus regarder du côté de la micronutrition. Et puis, il y a un livre aussi très accessible d'une chercheuse de l'université de Metz, c'est Marie-Jo Breinstuhl. Je crois qu'elle a écrit un livre qui s'appelle L'alimentation santé. Et donc ça, c'est aussi un livre que je peux vous recommander. Mais effectivement, si vous allez du côté de Jacques Fricher et Didier Chose, vous allez avoir des éléments très intéressants. C'est en On tout cas pourra, fiable. on pourra mettre dans le mail, Oui, oui, eh ben, on vous enverra un petit mail avec le mail du replay, on enverra Ouais. toutes ces références. Ouais. Euh, Alors justement, Jacques Fricker a écrit un livre sur le régime crétois, le régime méditerranéen. Et donc ça, je vous le recommande parce que ça fait vraiment partie aujourd'hui. Les études le montrent, hein, c'est vraiment la base de l'alimentation santé. Est-ce qu'il y a un impact de l'arrêt de la cigarette sur les intestins? Est-ce qu'il y a un impact de l'arrêt de la cigarette sur les intestins? Alors, j'ai pas en tête des éléments concernant la nicotine sur les intestins. En revanche, je sais qu'il va y avoir j'ai pas les éléments pour répondre à cette question, mais c'est une question intéressante. Je vais me renseigner. Très bien. d'accord. Donc, on pourra donner la réponse Ouais. à la personne qui nous l'a posée. Et donc, quelqu'un nous parlait du gluten, comme quoi il a des gros problèmes d'intestin et qu'au final, le médecin lui a prescrit un régime sans gluten. Euh, c'est vraiment efficace. Enfin, Ah oui, alors il faut distinguer l'intolérance au gluten et l'allergie au gluten, hein. L'intolérance au gluten, c'est une intolérance, c'est-à-dire qu'on va avoir des petits symptômes, tandis que l'allergie au gluten, là, on est de l'ordre de la maladie cœliaque, et donc c'est autre chose, hein. Il y a avec un vrai diagnostic. Et effectivement, quand on a une intolérance au gluten, il est recommandé de limiter les aliments contenant du gluten. En revanche, le fait de euh, de, le fait de supprimer complètement le gluten peut amener un risque d'allergie au gluten. Donc, encore une fois, c'est la modération qui est de mise. C'est d'accord. la... Ouais. Là, dans les prochains éléments, je me suis amusée, enfin, je me suis amusée, non, ça fait partie des éléments que je souhaitais étudier. Voilà, j'ai cherché à comprendre dans le cadre d'une étude menée en collaboration avec l'Université de Strasbourg et puis aussi le laboratoire dans lequel je travaille en psychologie positive, quels pouvaient être les éléments qui participaient à changer, notre état émotionnel pendant le confinement. Et donc, j'ai réalisé une étude où je demandais aux gens, j'ai posé tout un tas de questions aux gens concernant à la fois leur état de santé, mais également leurs habitudes alimentaires et dans quelle mesure les habitudes alimentaires avaient été modifiées pendant le confinement. Et quand même, les grandes... Bon, on est au tout début de l'analyse de ces résultats, mais ce qui est très intéressant quand même, c'est de voir qu'on a tout un pan de la population qui a mieux mangé pendant le confinement. Et lorsqu'ils ont mieux mangé, alors il y avait un retentissement sur l'état émotionnel, c'est-à-dire mieux manger, ça veut dire plus de légumes, plus de fruits, une meilleure qualité d'huile, le fait de faire à manger soi-même. Il y avait une meilleure, il y a un lien avec un meilleur état émotionnel, tandis que les personnes qui, elles, avaient une alimentation qui était plus industrielle, hein, et donc moins fait, avec une réduction de la teneur en fruits, en légumes et en bons acides gras, eh bien, c'est aussi lié à une baisse de l'état émotionnel. Alors, est-ce que ça explique tout? Je n'en sais absolument rien, mais je trouve quand même intéressant de voir que pendant ce confinement, eh bien, on voit se dessiner ces deux profils-là. Une autre question, les eaux pétillantes sont-elles mauvaises pour l'intestin? Ben, ça crée des ballonnements, hein, c'est presque sinon, c'est juste pour les ballonnements, c'est moins confortable. C'est moins confortable, mais elles sont aussi riches en minéraux.
Est-ce qu'il y a une dernière question, Angélique? Il est déjà 19h. Moi, personnellement, je n'ai pas vu l'heure passer. Alors, profitez-en pour ceux qui souhaitent poser une dernière question. C'est vrai que c'est un sujet qui est finalement assez complexe, mais en gros, ce qu'il faut en ressortir, c'est que plus on a une alimentation saine, mieux on se porte. Et si on associe ça à du sport, en gros, Oui, je voudrais juste un petit truc concernant les antibiotiques. Effectivement, les antibiotiques, c'est un point important parce que les antibiotiques sont là pour tuer les bactéries, y compris les bonnes et les mauvaises. Ils ne font pas la distinction entre les bonnes et les mauvaises. Et donc, effectivement, aujourd'hui, quand on prend des antibiotiques, évidemment, il faut en prendre si le médecin vous a demandé d'en prendre, mais il faut bien penser à prendre des petits probiotiques. Et là, votre pharmacien pourra vous conseiller sur les probiotiques à prendre de telle manière à quand même épargner votre intestin pendant cette prise d'antibiotiques. Et ça, effectivement, c'est un point important pour ensuite retrouver une meilleure santé plus rapidement. super. Dernière question? Alors, on a parlé, je vois qu'il y a une question de Faïza. On a déjà parlé un petit peu des Ouais, c'était plus là, j'en avais une sur la micronutrition. Vous Ouais. pouvez nous en dire plus? Oui, c'est super intéressant. Effectivement, là, je vous renvoie encore vers le livre du professeur, enfin du docteur Didier Chausse, qui a énormément travaillé sur la micronutrition. C'est quoi la micronutrition? C'est l'idée de se dire que on ne va pas traiter l'alimentation du point de vue des protéines, des glucides et des lipides, mais essayer d'aller voir en quoi les micronutriments, c'est pour ça qu'on parle de micronutrition. L'idée n'est pas de manger moins, hein. L'idée, c'est plutôt d'essayer de voir en quoi les éléments qui participent à l'équilibre de notre organisme en général sont apportés par l'alimentation. S'il y a des déficits du côté des micronutriments, alors il peut y avoir une incidence sur la santé. Et ça, c'est un domaine absolument passionnant, effectivement, la micronutrition, parce qu'on peut expliquer pas mal de choses en explorant le statut micronutritionnel des gens. Et ça, effectivement, je pense que ça... voilà, il y a de plus en plus de personnes, enfin de médecins, hein, c'est les médecins qui s'y forment, les médecins, les pharmaciens se forment beaucoup à ça, mais ça permet de pouvoir mieux conseiller les gens, peut-être prescrire moins de médicaments et puis prescrire les bons probiotiques quand il y a besoin d'en apporter. Ouais. Eh bien, merci beaucoup en tout cas. Ça a été vraiment passionnant. Moi, j'ai retenu une phrase que vous nous avez dite en préparation. Ce que l'on mange est ce que l'on est. Oui, oui, oui. Notre alimentation est la terre de nos cellules. C'est un peu ça. Hein. Et donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention à ce qu'on ingurgite. Et la deuxième phrase qui m'a fait vraiment, qui m'a fait écho, et ça m'a limite, ouais, quand vous m'avez dit, ben, c'est comme si vous arrosiez une plante avec du coca. Oui, ça viendrait. Est-ce qu'on arrose les plantes avec du coca? Bah non. Donc c'est vrai que il vaut mieux l'arroser avec de l'eau. Et effectivement, c'est vraiment un sujet passionnant. La nutrition, c'est vrai que c'est quand même assez complexe, hein. Et puis on est une vraie machine finalement. Le corps humain est incroyable. Oui, on n'a pas envie aujourd'hui de donner des pesticides à notre jardin. Ben, voilà, l'idée, c'est aussi d'apporter des produits naturels à notre corps. Tout à fait. Et ben, en tout cas, je vous remercie vraiment du fond du cœur, Elisabeth, Avec plaisir. d'avoir accepté cette deuxième visio. Et je pense qu'il y a vraiment, on a déjà des bons retours. Je remercie aussi toutes les personnes qui sont présentes, qui sont fidèles. Et vraiment, j'ai été ravie de pouvoir partager ce moment avec vous. La semaine prochaine, alors ça va être une conférence vraiment aussi passionnante. Alors c'est vrai qu'on essaie de trouver des sujets variés pour le bien-être de notre santé mentale, de notre santé physique. Et la semaine prochaine, c'est vraiment un sujet qui touche beaucoup de monde. On a la chance d'accueillir Léonard Anthony, qui a beaucoup écrit, et notamment qui a écrit donc le livre Libérez-vous de la fatigue et profitez de la vie. C'est un spécialiste, il est spécialiste sur le surmenage et également spécialiste de la fatigue. Il a une façon de voir, et je pense que Elisabeth,
vous seriez tout à fait d'accord avec ce qu'il partage. Il a une perception du vivant qui est hyper intéressant dans le sens où lui, il parle d'écologie humaine. Quelle est notre maison intérieure? Et la fatigue, on va pouvoir la voir sous les différentes formes qui existent. Il les a identifiées. Il donne vraiment des exemples concrets. C'est vraiment passionnant et on ressort, on apprend vraiment beaucoup sur en fait, tous les petits changements qu'on peut opérer. On est acteur de notre vie et c'est toute une perception en fait de comment on va petit à petit nous amener à ce changement intérieur et parle également de la nutrition puisque l'alimentation, comment passer d'une société de consommation, de marketing à revenir à des choses naturelles. Eh bien, parce que ça engendre en plus une fatigue, hein, il en parle aussi, la fatigue liée à l'alimentation. Eh bien, il a cette façon d'amener les choses et de revenir vers soi. Et il nous explique vraiment bien ça. Et ça va être vraiment passionnant. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire à la prochaine visio. Et puis, j'espère vous retrouver une prochaine fois sur d'autres thématiques qu'on va pouvoir peut-être penser ensemble pour une autre visio. Et Angélique, je te laisse parler pour donner peut-être le mot de la fin, quelques conseils. Et merci beaucoup en tout cas. Et merci beaucoup, Elisabeth. Alors, j'ai mis dans le chat le lien pour l'inscription pour la semaine prochaine. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Sinon, eh bien, écoutez, pour celles et ceux qui ne l'ont pas encore fait, allez liker notre page Facebook. Je vais également vous mettre tout de suite le lien dans le chat. Donc, sous la photo, hein, il faut bien marquer j'aime, hein, cliquez sur le j'aime pour que ça soit comptabilisé. Et puis, si le cœur vous en dit, vous pouvez également laisser un avis sur nos conférences via l'onglet avis sur notre page. On a également un compte Instagram. Donc, si vous êtes branché Instagram, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis, bien sûr, tous les replays de nos précédentes visios sont déjà sur notre chaîne YouTube. Donc, vous allez sur YouTube, vous tapez « Je voyage pour moi » et vous tombez sur notre chaîne. Et sinon, le replay de cette conférence sera normalement disponible dès vendredi. Et puis, merci. Une dernière chose, on est sur le point de terminer notre site Internet. Donc, vous pourrez retrouver des astuces dans le blog. On va programmer des conférences et petit à petit aussi les conférences et les journées bien-être de JVPM, de Je voyage pour moi. Donc, dès qu'il sort, on vous informera sur Facebook. Merci du fond du cœur. Merci à toutes d'avoir été présentes et à tous. Et merci beaucoup encore, Elisabeth. Avec plaisir. Bonne soirée à tous.